Donc voilà, donc ce webinaire est intitulé Depuis l'ère des machines vers l'ère de l'électronique de puissance. On vous expliquera un peu plus tard pourquoi. Petit sommaire pour introduire tout ça. Donc, première introduction du coup, de l'association Think Smart Grid par Régis Le Drezen, le délégué général. Ensuite, petite présentation du manifeste d'électronique de puissance que l'association a publié il y a quelques semaines. Et ensuite, on ira proprement dit sur le webinaire, donc avec les intervenants, et petite introduction sur la stabilité, et ensuite table ronde, donc avec un ensemble de questions données aux intervenants. Sans plus attendre, je passe la parole à Régis Le Drezen, donc délégué général de l'association Think Smart Grid, pour une petite présentation de l'association. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, Jérôme. Donc, je suis Régis Le Drezen, pour ceux qui ne me connaissent pas, le délégué général de l'association, et je vais faire très très vite. En premier lieu, je suis ravi que Think Smart Grids organise ce webinaire, et évidemment, je remercie toutes les personnes qui ont permis sa réalisation, que ce soit sur le fond ou la forme. Évidemment, Think Smart Grids, toutes les personnes du conseil scientifique. Notre association a beaucoup évolué ces 2 dernières années sous l'impulsion des deux présidentes, qui étaient Marianne Legnaud, qui a mis en place la nouvelle feuille de route de notre association, et puis Xavier Pietchazik, qui a pris le relais. Et nous sommes maintenant dans le monde où nous déployons notre feuille de route. Think Smart Grids est donc redevenu ces derniers mois, dans le monde des réseaux électriques intelligents, une entité crédible et qui compte dans le périmètre géographique. On doit encore s'améliorer. Notre feuille de route, elle est en cours de déploiement. C'est clairement d'accompagner les territoires dans le déploiement des solutions technologiques que tous nos membres réalisent et développent, et qui permettent l'atteinte des objectifs de transition énergétique pour les territoires. Grâce à ces totems que nous déployons, qu'on accompagne dans le déploiement, on a construit une offre d'accompagnement des solutions technologiques françaises à l'international. Et donc aujourd'hui, on a clairement une feuille de route à l'international qu'on doit maintenant déployer, qu'on le fasse avec des bailleurs comme l'AFD ou avec des entités étatiques, la DG Trésor en premier lieu, Business France et Ministère des Affaires étrangères. On les a vus tout récemment. Et puis le troisième élément sur lequel je terminerai, c'est que sur ce qu'attend la France dans un premier temps, mais aussi globalement le monde sur la décarbonation, pour ce qui nous concerne, nous en France, on n'a pas de sujet de décarboner notre production, mais on a un sujet de décarboner notre consommation. Et donc, on travaille énormément sur le pilotage des usages et l'électrification de ces usages, sur la partie technologique, qui est évidemment très bonne pour la compétitivité française et très bonne aussi pour le système électrique, qui nécessite d'adapter nos usages. Et dans ce cadre, on a créé une marque Flex Ready, donc nous en sommes propriétaires, qui doit se déployer dans un premier temps dans les bâtiments tertiaires qui représentent 30% des consommations d'électricité en France. Flex Ready, c'est faire en sorte de moins consommer dans ces bâtiments, de mieux consommer. Ça régit le fonctionnement des systèmes de pilotage des bâtiments, que d'aucuns pourraient appeler les GTB, et le système électrique. Et l'objectif, c'est de standardiser les échanges de données entre le système électrique, qui permet donc de mieux consommer l'électricité. Voilà notre feuille de route. Je termine donc par vous souhaiter un très très bon webinaire, et évidemment, on sera ravis de répondre aux questions pendant ce webinaire. Et je te rends la parole, Jérôme. Merci beaucoup, Régis. Et ben justement, donc tu as beaucoup parlé du coup des moyens de transition qui vont passer par de la flexibilité du pilotage des producteurs ou des consommateurs. On en parlera un peu plus, mais ça permet de faire une bonne transition du coup vers le manifeste d'électronique de puissance que vous avez publié il y a quelques semaines. Et pour sa présentation, je laisse la parole à Lou Kubiak, qui est du coup responsable de projet à l'association. Oui, bonjour à tous. Merci Jérôme pour cette prise de parole aussi.
Comme vous le savez peut-être, le conseil scientifique de Think Smart Grids a porté du coup la rédaction d'un manifeste électronique de puissance qui a été publié en fin novembre, notamment dans le cadre des discussions orientant les orientations du Net Zero Industry Act à l'Union européenne, qui doivent du coup déterminer les technologies et les composants stratégiques de la transition énergétique. Et l'électronique de puissance en fait bien partie à notre sens. Et c'est pour ça qu'on essaye du coup d'alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de cette technologie dans la transition énergétique. Le manifeste, du coup, reprend en fait les principaux arguments qui montrent que l'électronique de puissance est une technologie indispensable à la transition. Vous le savez peut-être, mais du coup, les études montrent que près de 70% de l'électricité consommée dans le monde est en fait convertie par des technologies électroniques de puissance, ce qui montre en fait déjà la prévalence de cette technologie. Et aussi pour d'autres raisons qui sont nommées dans le manifeste. C'est totalement indispensable d'avoir des soutiens publics de cofinancement à l'investissement, à l'innovation, à la recherche, pour permettre en fait à la France et à l'Union européenne excusez-moi pour les micros si... Oui, merci. Pour permettre à la France et à l'Union européenne de notamment rattraper la course auprès des puissances asiatiques et américaines. Le manifeste, du coup, met en avant certains axes stratégiques pour permettre, du coup, ce retard et permettre aussi à l'électronique de puissance d'être un levier de compétitivité pour le continent européen. Mais avant cela, il faut évaluer correctement l'impact environnemental de l'EP, notamment pour optimiser son utilisation, pour limiter la pression sur les ressources finies et aussi le fait que la chaîne d'approvisionnement soit très vulnérable aux puissances précédemment citées. Il y a aussi des financements à orienter vers la recherche et le développement sur la fiabilité de l'EP, qui doit se trouver au même niveau que celle des matériaux du réseau électrique, ce qui est écrit sur le slide, car on a encore des niveaux de failles d'endommagement qui restent aussi à être mieux identifiés pour pouvoir optimiser en fait les composants les plus efficaces. Et aussi des besoins de standardisation dans les conditions de raccordement, accroître la participation de l'EP pour une meilleure contrôlabilité du réseau, une fois que la fiabilité est acquise, et bien sûr aussi tout un niveau de montée en compétences si avec les nouveaux usages et la transition énergétique, on a besoin de compétences au niveau technique, c'est aussi au niveau scientifique qu'il faut accroître en fait la visibilité de l'EP pour permettre en fait d'avoir une main-d'œuvre suffisamment qualifiée et aussi suffisamment large pour absorber tous les besoins qui vont être induits par tous les nouveaux usages électriques et par l'électrification qui est planifiée. Voilà, donc je vais mettre aussi dans la conversation le lien pour le manifeste que vous pouvez lire et qui, du coup, est ici en français, mais il y a aussi une version en anglais que je pourrais faire circuler également. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation du coup du manifeste. Pour continuer, je vais du coup introduire les intervenants de la table ronde qui pourront répondre à nos et vos questions pendant 7h30 là. Donc, alors déjà pour ma part, donc je suis Jérôme Buir, donc je suis maître de conférence à Grenoble INP, chercheur de l'équipe CIREL, donc système de réseau électrique du laboratoire de recherche G2E Lab, donc à Grenoble, et spécialiste du coup de la stabilité des réseaux électriques. Et parmi les invités, on peut accueillir donc tout d'abord Philippe Roussel, donc il est ingénieur en chef au département technologie à GE Vernova. Ensuite, on accueille aussi Julien His, qui est ingénieur-chercheur à EDF R&D. Vincent Sermonçon, qui est ingénieur à RTE France. Frédéric Doudard et David Chotard, du coup, qui sont tous les deux ingénieurs à Artelia. Frédéric est aussi responsable du service système et réseau électrique SRE, du coup à Artelia.
Et on accueille aussi du coup David Frey, qui est du coup maître de conférence à l'Université Grenoble-Alpes. Il est chercheur de l'équipe électronique de puissance du laboratoire G2E Lab, donc du même laboratoire que le mien. Et lui il travaille spécifiquement sur l'intégration d'électronique de puissance vers les réseaux, en tout cas pour les réseaux électriques. Donc voilà, et ensuite, je vous fais tout de suite une petite présentation sur la stabilité, alors, je dirais des réseaux spécifiquement, mais avant cela, donc petite brève introduction sur ce que c'est de manière générale la stabilité. Globalement, c'est la capacité d'un système à rester fonctionnel et équilibré face à des perturbations. Donc ces perturbations seront importantes à définir. Et donc, l'objectif, c'est qu'il revienne rapidement à son état normal ou à s'adapter pour continuer à fonctionner et remplir sa mission. Et donc, quand on parle de perturbations dans les systèmes électriques, on peut citer les évolutions de la consommation, l'évolution de la production non pilotable, des courts-circuits, des déclenchements de protection, par exemple. Voilà, des perturbations, il y en a beaucoup. De différentes natures. Ce qui est important, c'est que le système électrique est capable d'absorber ces perturbations et de continuer à fonctionner presque comme si de rien n'était. Et typiquement, là, on a un petit exemple que moi j'aime bien, voilà, le double pendule. On change juste sa vitesse au début et en fait, sa stabilité est complètement perdue. Et donc, si on se concentre maintenant sur un système électrique, je vous propose de garder pendant toute mon introduction ce petit cas d'étude. Donc, c'est un réseau où j'aurai à disposition un ensemble de réseaux de producteurs, je dirais classiques, à base de machines et pilotables. Donc, ce sont les 9 qui sont en bas. Et un ensemble du coup de producteurs renouvelables qui sont ici en haut. Et typiquement, on pourra connecter, déconnecter l'un ou l'autre comme on le souhaite. Et le tout pour alimenter une ville que j'ai représentée ici au milieu. Ensuite, par rapport à ces producteurs, si on commence par se poser la question, qu'est-ce qu'on a dans un producteur à base d'énergie renouvelable? Alors, juste à titre d'exemple, si on prend un générateur éolien, donc globalement, on utilise des machines à vitesse variable pour convertir du coup l'énergie éolienne en énergie électrique. Et donc cette machine produit une tension globalement la plupart du temps triphasée à tension et fréquence variable. Et donc cette tension, en tout cas cette puissance qui est fluctuante, elle est dépendante de la vitesse du vent. Forcément, tout le monde a déjà imaginé que s'il n'y a pas assez de vent, c'est EDF qui fait tourner les éoliennes. Ça, littéralement, c'est faux, en fait. On est obligé, en tout cas, on découple le réseau de la vitesse du vent. Et l'objectif, c'est du coup d'extraire le maximum de puissance. Ensuite, on a aussi, par exemple, des panneaux photovoltaïques qui, eux, fonctionnent nativement en courant continu. Et eux, leur tension, donc la tension des panneaux solaires, pareil, est variable et elle dépend principalement de l'ensoleillement, de la température du panneau solaire. Voilà. Et en fait, pour ces deux technologies, en fait, on souhaite extraire le maximum de puissance et le tout en temps réel. Donc, ça veut dire qu'on a besoin de beaucoup de pilotage, beaucoup de flexibilité, de se rendre indépendant du réseau, parce que quel que soit l'état du réseau, on souhaite envoyer toute la puissance disponible. Et donc, ça veut dire qu'il faut suivre le réseau. Donc ça, typiquement, en anglais, on appelle ça grid following. Donc la plupart du temps, les convertisseurs qui permettent d'interfacer ces équipements au réseau ou en tout cas, utilisent ces méthodes de contrôle. Et en fait, pour réaliser cet étage de conversion, de manière générale, seule l'électronique de puissance est capable de le faire. Parce que naturellement, il est très flexible. On peut facilement faire de la conversion continue, alternative, continue, etc., etc. On peut faire beaucoup de choses de façon presque libre avec ça. Ça permet aussi facilement d'avoir un contrôle précis, flexible. Vraiment, on peut optimiser l'utilisation des équipements.
C'est quand même aussi très, très efficient. La plupart du temps, on a des rendements très, très, très bons, très souvent supérieurs à 90, voire 95% dans beaucoup de cas. Et c'est aussi assez économique. Les coûts de fabrication sont globalement assez faibles et en plus sont encore en constante baisse. Alors justement, sur ces coûts, eh ben, en fait, si on se pose la question maintenant dans les systèmes énergétiques, ben, en fait, si on compare les coûts de cette énergie, de ces énergies pour produire de l'énergie électrique, et ben, en fait, on se rend compte que le coût des énergies électriques provenant des énergies renouvelables est encore en baisse et surtout, elle est même potentiellement presque plus faible que les énergies fossiles. Voici un petit tableau extrait du coup d'un document publié par l'IRENA qui montre du coup les tendances des coûts des énergies renouvelables entre 2010 et 2022. Et ce qu'on voit, c'est que pour la plupart des énergies renouvelables, les coûts d'installation sont en nette baisse. Les facteurs de charge sont en augmentation. Donc, ça veut dire que pour un même équipement, on arrive à extraire plus d'énergie. Et donc, le coût actualisé de l'énergie, donc après un cycle de vie du système, donc en prenant en compte la fabrication et l'utilisation du matériel, et ben le coût résultant, donc la case typiquement en 2022, sont très très faibles, donc autour de 6 centimes de dollars du kilowattheure. Ces valeurs-là peuvent être à comparer avec le coût des énergies fossiles, qui sont globalement autour des 6-7 centimes du kilowattheure. Voilà, alors ça, c'est un coût de l'énergie, ça ne prend pas en compte les contraintes d'utilisation du matériel, les contraintes du réseau électrique et tout ça. Voilà, c'est juste si on parle de pure énergie. Et donc, en fait, sachant que l'énergie est très faible, en tout cas le coût de cette énergie est faible, les raisons environnementales qu'on y met à côté, et globalement, ça nous donne une direction pour les énergéticiens, c'est d'intégrer de plus en plus ces énergies renouvelables au réseau électrique. Et encore plus, il faut bien les intégrer pour éviter d'avoir des coûts cachés qui vont arriver à côté et qui vont nous contraindre d'ajouter énormément de matériel supplémentaire pour permettre de l'ajouter. Donc, c'est pour ça qu'il faut se poser la question de la stabilité du réseau, parce que c'est une des contraintes qui apparaît, et c'est d'aider au mieux l'intégration de ces énergies au système électrique. Et donc, pour ça, on va déjà se poser la question comment fonctionnent nativement, en tout cas naturellement, les centrales électriques, que j'appelle pilotables. Donc, pilotable, sous-entendu, on a une source d'énergie qui est en amont de la centrale. Ça peut être une source d'énergie nucléaire, thermique, peu importe, hydraulique, ça marche aussi. Mais l'idée, c'est qu'on a, on va dire, un petit bouton qui nous permet de piloter la puissance mécanique qui arrive donc sur l'arbre moteur en amont de la machine. La machine électrique, du coup, va convertir cette énergie en électricité et va l'envoyer sur le réseau électrique. Et en fait, si on a un événement côté réseau électrique, donc on a plus de consommation qui arrive, par exemple, ce qui va se passer, c'est que l'équilibre entre la production et la consommation au niveau de cette machine-là va être déstabilisé. Donc, ça veut dire qu'on va freiner plus la machine qu'on va lui envoyer d'énergie. Et donc, la machine va ralentir. Et donc, c'est pour ça que le 50 Hz va diminuer potentiellement vers 49 Hz. Alors, après, peu importe, l'idée, c'est juste que la machine ralentit. Et donc, ce qu'il va falloir faire pour éviter un écroulement de cette vitesse, c'est d'augmenter la puissance mécanique qui arrive en amont et rétablir l'équilibre production-consommation. Voilà, ça, c'est ce que toutes les centrales, toutes, non, pas toutes, mais en tout cas, c'est ce que beaucoup de centrales font en temps réel. H24, qu'il soit Noël, Nouvel An ou le 14 juillet, à minuit ou à midi. Beaucoup de centrales doivent faire ça en temps réel. Donc maintenant, si on reprend mon cas d'étude, donc avec l'ensemble des producteurs solaires ou pilotables, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire une augmentation de la consommation et donc déstabiliser l'équilibre production-consommation. Et là, on va voir un peu ce qui va se passer. Pour ça, on va comparer plusieurs cas
sachant que le total sera toujours de 10 générateurs. Mais on ajoutera de 1 à 8 générateurs basés à base d'énergie renouvelable, tout en supprimant les producteurs, les générateurs classiques. Et donc, on pourra faire varier du coup de 10 à 80% la quantité d'énergie renouvelable au réseau. Sans plus attendre, je vous montre du coup le comportement de la fréquence après cette augmentation de consommation, voilà, qui arrive sur du coup mon graphe à 3 secondes. Vous avez en abscisse le temps. Et donc, on est avant cet événement, on est à peu près à 50 Hz. Et après cet événement, on a un événement sur la fréquence. Vous voyez des oscillations qui apparaissent. La courbe bleue montre le comportement de la fréquence quand on a 10% d'énergie renouvelable. Vous pouvez voir qu'on a un petit creux qui descend jusqu'à 49,97 Hz et ensuite remonte et se stabilise, je dirais, assez facilement. Quand on a plus d'énergie renouvelable, en fait, on peut voir que ces creux sont de plus en plus profonds. Et donc, c'est plus en plus dur pour la machine pour faire remonter la fréquence. Voilà, on peut voir tout de suite que voilà, ces événements-là sont de plus en plus importants et sont de plus en plus durs à gérer par les machines. On peut voir aussi que le passage de 10 à 20%, il se fait de manière, voilà, les écarts sont assez faibles. Par contre, l'écart entre 70 et 80%, il est beaucoup plus grand. Voilà, donc c'est pour ça que globalement, c'est facile de mettre 10, 20% d'énergie renouvelable. Par contre, au bout d'un moment, quand on est à un certain seuil, rajouter quelques pourcents, ça devient très très dur. Plus on en met, plus c'est compliqué. Et donc, on a du coup des coûts d'investissement qui deviennent beaucoup plus grands quand on essaye de chercher ces derniers pourcents. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'on a un risque d'instabilité qui est beaucoup plus important. Maintenant, je vous montre en fait, l'effort que doivent fournir les centrales après cette augmentation de consommation. Donc, au début, donc avant les 3 secondes, chaque centrale fonctionne à 50% de sa puissance. Et après l'événement, en fait, on peut voir que les centrales, du coup, mettent un peu plus d'efforts. Donc, quand on est sur la courbe bleue à 10% de NR, donc les centrales passent de 50 à 55% de leur puissance. Donc, globalement, un passage de 50 à 55%, on pourrait presque dire facile. Donc, ça, c'est cool, c'est OK, et on arrive à bien gérer le réseau. Par contre, quand on voit voilà, sur les courbes du coup, plutôt rouges, typiquement sur la 80%, ça veut dire que la centrale est passée de 50% à plus de 70%. Donc là, elle a fait un échelon de plus de 20%. Et typiquement, ça, il faut se poser la question est-ce que les centrales sont capables de le faire, de mettre voilà, ce delta de puissance directement. Donc voilà, donc ça veut dire que en fait, avec moins de centrales électriques, en fait, on va augmenter l'effort, donc le passage, en tout cas la production que chacune doit envoyer. Dans ma simulation, en fait, j'ai aussi supposé que les centrales étaient capables de produire, en tout cas de faire cet échelon de puissance de manière très rapide, qui est ça en réalité, en fait, souvent pas possible ou assez compliqué. Donc, globalement, ça dépend des technologies, ça dépend de la centrale, mais souvent ces choses-là sont assez limitées. Donc voilà, c'est aussi pour ça que voilà, ma simulation, c'est purement un cas d'école qui n'est pas du tout représentatif du vrai système, mais ça montre assez bien la tendance. Voilà. Et donc voilà, ensuite, on peut imaginer que si le temps que doivent mettre ces centrales pour augmenter la production est plus long, ça veut dire que la fréquence arrivera peut-être à une fréquence plus faible et donc ce sera encore plus dur de revenir à 50 Hz. Voilà. Pour résumer, sur tout ça, l'intégration des énergies renouvelables au réseau interfacé par l'électronique de puissance en fait, donne des comportements plus dynamiques de la fréquence. La fréquence réalise des creux, des creux de fréquence plus profonds. Donc, on a un risque d'écroulement de la fréquence qui peut apparaître. L'effort des centrales
devient plus important. Donc on peut se poser la question, est-ce que les centrales sont capables? Est-ce que ces efforts-là ne vont pas créer d'usure, de casse? Globalement, les centrales ont besoin d'être plus rapides. Voilà, donc toutes ces choses-là, ce sont des choses qui font changer le paysage du système électrique et qu'il faut intégrer. On peut aussi se poser la question du courant dans les lignes et les câbles qui peut du coup facilement dépasser les limites. Voilà, un delta de 20%, faut se poser la question de quel câble va se prendre ce delta de courant et est-ce que c'est encore acceptable pour le réseau. Avec tout ça, si on va un peu plus loin, on pourrait se poser la question de la fiabilité, de la résilience du système, voilà, la capacité du système à subir un événement extérieur et à pouvoir continuer à fonctionner. Voilà. Juste à titre d'exemple, là sur la droite, vous avez juste des courbes qui ont été pris sur le site de Grid Radar, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc après la déconnexion d'une centrale nucléaire suédoise, donc le réseau nordique. Donc le réseau nordique, c'est le réseau qui est Norvège, Suède, Finlande et le nord du Danemark. Et on a du coup la fréquence qui a fait un joli petit step comme ça à 49,80, un petit peu moins de 49,80. Voilà, à 8h16 du matin, c'était le 3 septembre dernier. Voilà, donc le réseau, en fait, il doit être capable de faire ça. Et l'intégration des énergies renouvelables, globalement, peut remettre en cause ça, ou en tout cas va demander de se poser la question. Pour se poser la question, maintenant, on va aller du coup sur la table ronde et je vais inviter du coup les invités à allumer leur caméra et on va pouvoir en discuter tous ensemble là-dessus. Première question du coup que je vous propose, c'est déjà de se poser la question de l'impact de la réduction du coup de l'inertie des machines sur vos systèmes électriques. Voilà, cette question va être surtout dédiée aux gestionnaires de réseau que vous êtes là-dessus. Et en même temps, la question des risques qui peuvent apparaître sur vos réseaux, sachant que en fonction de quelle entreprise vous représentez, vous travaillez sur des territoires potentiellement différents. Julien, peut-être que tu veux commencer? Je vois que tu as démarré ta caméra. Je me dis peut-être. Oui, pas de souci. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette introduction. Pour répondre un peu directement à la question, et je pense que tu l'as bien défini, l'inertie, c'est une grandeur qui est partagée au sein d'un réseau synchrone. Et elle est très importante pour la stabilité, et tu l'as rappelé, notamment, on l'a vu avec les mesures et avec les simulations, pour la qualité de la fréquence, car elle permet de limiter la vitesse de déviation de la fréquence en cas de déséquilibre entre la production et la consommation. Par exemple, la déconnexion subie d'une centrale thermique. Et plus globalement, plus on a d'inertie, plus la fréquence est stable dans le temps en cas d'incident. Actuellement, l'inertie, elle est fournie par les machines synchrones, et parmi lesquelles le nucléaire, le thermique, l'hydraulique. Et c'est le cas en France, et c'est aussi le cas en France métropolitaine, et c'est aussi le cas sur les réseaux insulaires. Et l'inertie actuellement sur ces réseaux insulaires qui sont en transition énergétique très importante et très rapide, c'est déjà une contrainte pour nous à deux étapes. Dans la construction des programmes d'appel des centrales, car en effet, on doit prendre en compte le fait que du jour pour le lendemain, il faudra suffisamment d'énergie dans le système pour assurer la stabilité de la fréquence. Donc, dans la construction de quelle centrale on va démarrer, la contrainte de l'inertie est déjà présente et très importante. Et l'inertie a aussi un rôle très important par rapport à la politique de risque qu'a le gestionnaire de réseau des territoires insulaires, vis-à-vis notamment du délestage, qui est le mécanisme de secours qui vient déconnecter certains départs du réseau pour rétablir l'équilibre production-consommation. Il y a un risque, s'il n'y a pas suffisamment d'énergie, les parades qui étaient en place et qui auparavant fonctionnaient
ne permettent plus de limiter l'effondrement de la fréquence dans ces territoires insulaires. Donc l'inertie, c'est une contrainte qui, pour un gestionnaire de réseau insulaire, est très présente, et à travers ces deux aspects, la construction du programme d'appel et la politique de risque et des parades, est déjà très intégrée. Pour les grands systèmes, comme la plaque continentale européenne, beaucoup des travaux prospectifs qu'on voit qui prennent en compte les développements des ENR en 2030, en 2040, voient effectivement une baisse de l'inertie sur la plaque continentale européenne. Et on peut citer notamment le travail que fournit l'ENSOE assez régulièrement avec un groupe de travail dédié à cette thématique-là. Mais cependant, on est encore à des niveaux plutôt de balbutiement d'une méthodologie ou d'une prise en compte sur une méthodologie qu'il faudrait adopter pour s'assurer à tout instant qu'au niveau de la plaque continentale européenne, l'inertie soit suffisante à ce niveau-là. Donc la question, elle serait centrée sur quelle est la valeur du service que rendent les actifs inertiels, donc ceux qui apportent de l'inertie au réseau. Si je peux me permettre, justement, merci Julien. Donc Vincent Sermenson, je suis à RTE, et notamment je participe au groupe de travail ENSOE qui essaye d'appréhender ce phénomène d'inertie. Alors l'inertie sur le réseau continental européen, ça a longtemps été un non-sujet, parce que, étant donné la taille du système européen, il n'y avait pas de problème de fréquence au sens de chute de fréquence globale du réseau européen. Sur l'incident de référence, c'est-à-dire l'incident qu'on est censé prendre en compte quand on exploite et dimensionne le système, ce qui était de la perte de 3000 mégawatts, donc les deux plus grosses centrales de France, centrales nucléaires de France, c'était l'incident dimensionnant. Et même quand on fait ça à 2030, 35, avec les plus faibles inerties du système, ça ne pose pas de problème fondamental. C'est-à-dire qu'on arrive parfois du délestage, mais la situation est contrôlée. Ce qui a fait changer les esprits, c'est notamment outre-Rhin, c'est l'incident de 2006. 4 novembre 2006, je ne vais pas vous détailler en détail, mais suite à... il y avait du vent très fort au nord de l'Allemagne, des flux très importants, et aussi comment dire, une mauvaise vision des flux du réseau en cas de défaillance. Et donc, ils ont ouvert une ligne au nord de l'Allemagne pour laisser passer un bateau, et ça a fait un déclenchement en cascade qui a fini par découper l'Europe en 3 parties. Donc la partie où se trouve la France était en sous-fréquence, et ça a donné lieu à du délestage. Je me souviens avoir été coupé en banlieue parisienne. Et à ce jour-là, l'Allemagne était en surfréquence et les Balkans. Pour information, à cette époque-là, le flux qui a été séparé par la coupure entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, c'était de l'ordre un peu moins de 10 gigawatts. Donc on voit déjà là qu'on parle, là c'est un dimensionnant, c'est 3 gigawatts. Là, une séparation de système en 2006, c'était 10 gigawatts. Alors, tout à fait, je revois le commentaire, c'était pas le problème, ce n'est pas l'inertie, c'était le non-respect de la cascade de surcharge. Tout à fait, mais c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que l'inertie, on la voyait venir à travers les pertes de production. On s'est dit, là on est couvert en Europe continentale. Hein. Évidemment, comme dans les systèmes insulaires, le système des îles britanniques est très concerné par l'inertie, le système nordique aussi. Donc là, on parle vraiment de l'Europe continentale. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait une fragilité qui était perçue comme extrêmement rare, qui s'est produite, la séparation de l'Europe en plusieurs parties, qui s'est produite effectivement en 2006. Alors, c'est important que ça soit passé en Allemagne, parce que depuis, les Allemands, si je peux me permettre, sont traumatisés par cet incident, le fait que ce soit arrivé depuis chez eux, ce qui fait qu'ils poussent beaucoup pour la maîtrise de l'inertie. Pourquoi ils poussent? C'est que dans leur baptisement anglais, dans leur estimation, dans leur analyse de sécurité, ce qu'ils font tous les 2 ans, il y en a une qui va sortir en 2025, ils regardent systématiquement, et qu'est-ce qui se passerait si ça se reproduisait? Et à chaque fois qu'ils regardent, ils se font peur. Ils ne le disent pas comme ça, évidemment, mais
C'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a de plus en plus de flux. Et donc, on pourrait dire, oui, mais en 2006, c'était parce qu'ils avaient mal géré le N-1 et c'était un coup de pas de chance. Et ils se rendent compte que ce coup de pas de chance, il a des probabilités non nulles parce que les flux sont de plus en plus importants. On parlait de 10 gigawatts, on a doublé les flux potentiels depuis. Quand on se projette, c'est encore pire en termes de flux. Donc, qui dit gros flux, dit la probabilité qu'un incident, certes mal géré, parce qu'en principe tout va bien, mais on sait très bien dans les systèmes industriels, il y a des incidents qui sont hors dimensionnement, qui sont censés se produire une fois tous les 100 ans, une fois tous les 1000 ans. On se rend compte qu'il suffit d'une erreur humaine, d'un défaut de réglage de protection pour qu'un incident anodin se transforme en cascade de surcharge et séparation de l'Europe. Donc la probabilité de ces événements a changé d'ordre de grandeur dans la perception des gens, surtout en Allemagne. Donc, en Allemagne, le régulateur est extrêmement conscient de ça et alloue des budgets conséquents à la gestion de l'inertie. Par ailleurs, depuis, il y a eu d'autres séparations, certes moins spectaculaires, mais qui montrent que ce phénomène-là n'est pas un événement qui a lieu une fois tous les 100 ans. Et donc ça a vraiment changé la perspective du réseau européen, d'où le travail qu'on est en train de faire à hauteur de la MSOE, où on est en train de promouvoir le fait qu'il faille une inertie minimale dans chaque pays, que ce soit réparti, parce que une des caractéristiques de ces séparations, c'est qu'on ne peut pas prédire où elle va se passer. On sait qu'il y a des régions plus ou moins faibles, mais avec les transits qui changent de nature de manière extrêmement rapide, on est de moins en moins capable de prédire les faiblesses structurelles du réseau. Donc, on ne sait pas où ça va arriver, donc il faut que l'inertie soit répartie un peu partout. Et il y a un travail actuellement de dimensionnement de quelle inertie dans quel pays, à quelle échéance. Donc, c'est en train d'être mis en place et avec aussi un processus de surveillance, à la fois surveillance opérationnelle, alors qu'il serait fait à la maille annuelle, l'année dernière où est-ce qu'on en était, et aussi tous les 2 ans avec les projections de l'estimation du développement à 10 ans, le 10-year National Network Development Plan, le TYNDP, donc ils font des projections du besoin de réseau à 2030-2040. Donc on regarde aussi quels sont les besoins à ces échéances-là. Donc voilà, donc le non-sujet de l'inertie sur les réseaux européens continentaux est devenu un vrai sujet avec effectivement des mesures qui sont en train d'être mises en place. Juste Ok, peut-être, merci Vincent. Ouais, allez-y. oui, juste peut-être pour rebondir ce que tu disais, on le voit de plus en plus avec l'Allemagne qui s'approvisionne de plus en plus à partir de la mer du Nord, avec des grandes fermes éoliennes, que ce soit via l'Allemagne ou via les Pays-Bas, avec donc un déplacement ou un éloignement complet entre les zones de consommation et les zones de production, hein, donc mer du Nord, et puis la consommation est plus près du sud de l'Allemagne. On voit aujourd'hui les TSO allemands qui sont en demande de plus en plus de systèmes de compensation d'inertie, de compensation. J'en reparlerai un peu plus après, mais tous les systèmes de STATCOM, on a une véritable demande de systèmes de STATCOM en Allemagne qu'on voit depuis quelques années et qu'on ne voyait pas il y a 5 ans. Donc on a un vrai changement d'approche de gestion des réseaux par les TSOs. Et c'est vrai que l'MSOE travaille beaucoup là-dessus parce que c'est un vrai changement avec cette intégration de tous ces éoliennes, en particulier dans des pays style Allemagne. Et on voit la même chose sur le UK, en fait, sur la partie Grande-Bretagne. Si je puis dire, on parle beaucoup du mouvement machine synchrone vers l'électronique de puissance, mais il y a un double mouvement. C'est-à-dire qu'il y a ce mouvement-là, mais aussi accompagné d'un mouvement production sur le réseau de transport vers production sur le réseau de distribution. Et ça, c'est un mouvement majeur qui est souvent pas mentionné au premier rang. Or, pourquoi il y a un changement fondamental entre la production sur le réseau de transport et le réseau de distribution, il y a plusieurs facteurs. Il y a d'une part le nombre d'unités,
et donc plus difficile à contrôler la performance de chaque unité, et même, c'est peut-être lié, les faits que les performances, on ne peut pas demander les mêmes performances à des équipements qui sont sur les toits des maisons, industrialisés, produits industriellement, et des équipements beaucoup plus imposants avec des équipes autour pour pouvoir assurer les tests, la conception. Donc c'est un mouvement aussi qui est, qui est aussi important dans la transition, le fait que passer de quelques unités bien, avec plein de gens autour pour les designer et les contrôler, avec un nombre massif d'unités en distribution, avec voilà, un contrôle plus difficile des performances, et des performances aussi qui sont pour l'instant moindres. On demande moins de performances. On y reviendra après sur les solutions, mais... Ok, merci beaucoup. David, peut-être que tu voulais interagir aussi? Oui, merci. Bonjour à tous. Je voulais rebondir sur la différence de situation qu'il y a entre ce qui vient d'être présenté à l'aspect plaque européenne et les problématiques qui se posent, et surtout la situation sur les zones insulaires. Parce qu'effectivement, autant en Europe, la problématique de l'inertie était pas forcément vu comme un vrai sujet, étant donné l'ampleur du système électrique et les quantités de machines tournantes qui sont connectées dessus. Autant sur les sites insulaires, alors historiquement, elles étaient majoritairement alimentées par des machines tournantes, mais leur réseau étant beaucoup plus petit, il y a effectivement une fragilité qui est beaucoup plus forte face à ce problème-là. Alors, on a réalisé un certain nombre d'études sur les implications que pourrait avoir le déploiement de moyens de production interfacés par électronique de puissance, disons météo-dépendants pour l'essentiel, sur ces systèmes-là, en poussant le curseur très loin. Et en fait, ça soulève... j'ai l'impression, en tout cas, les conclusions auxquelles on arrive déplacent un peu le problème. Parce que le problème n'est pas que l'inertie. Le problème est aussi comment on fait pour assurer l'équilibre offre-demande. Et en fait, le problème de l'équilibre offre-demande, d'une certaine manière, j'ai presque envie de dire, vient avant le problème de l'inertie, même s'ils sont très directement liés. Et quand on voit la problématique comme ça, il y a un autre élément qui arrive dans le paysage, dont on n'a pas du tout parlé là, qui est le stockage. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on est dans un système électrique où les moyens de production météo-dépendants prennent une part très importante, pour être capable d'assurer cet équilibre offre-demande, et là je parle d'énergie, même si c'est un enjeu de puissance derrière, mais déjà simplement pour être capable de s'assurer qu'à un moment donné, le système électrique est en capacité d'injecter sur le réseau électrique la bonne quantité d'énergie par rapport à la demande, on a nécessairement besoin d'avoir des volumes de stockage qui sont relativement conséquents. Et là, ça soulève de grandes questions sur la réalité de la capacité à déployer ces volumes de stockage, mais je vais laisser ce problème de côté pour l'instant. Et à partir du moment où on a ces capacités de stockage présentes sur le réseau, pour assurer l'équilibre offre-demande, les simulations que l'on a fait aujourd'hui sur la capacité de ces systèmes de stockage à également apporter un service réseau de type stabilité montrent que en fait, la problématique que l'on a face à un aléa, un incident type court-circuit, perte de ligne ou perte d'une grande centrale de production pourrait être récupéré par les capacités de stockage. Alors ça soulève plein de questions, ce que je viens de dire, de mise en œuvre opérationnelle sur comment on fait pour gérer plusieurs stockages, parce que ces unités de stockage doivent être réparties sur l'ensemble du réseau. Ça veut dire que les unités de stockage doivent être capables de tenir la fréquence également. Donc on a une question entre du grid flowing qui était évoqué tout à l'heure et du grid forming. Comment on fait pour opérer tout ça sur des sites voilà, ça soulève plein de questions. Mais ça change, de mon point de vue, ça change complètement la donne, et ça change fortement l'enjeu de la place de l'inertie dans la discussion, parce qu'en fait, on se retrouve avec des systèmes où la fréquence pourrait chuter très rapidement, c'est-à-dire que la dérivée de la fréquence augmente très fortement, mais sur des amplitudes très faibles, parce qu'elle est récupérée par l'électronique de puissance qui est alimentée par, qui est derrière le stockage, devant le stockage plutôt. Et donc on se retrouve avec des amplitudes très fortes qui viennent récupérer le tir pour stabiliser la fréquence rapidement. Mais voilà, une fois c'est dit, ça soulève quand même plein de questions sur comment opérationnellement on peut le mettre en place. C'est loin d'être simple, mais c'est ce que l'on observe maintenant. Et je vais en profiter pour rebondir avec ce qui vient d'être dit juste avant,
sur la différence qui là aussi est pour moi vraiment très importante entre le fait qu'on va avoir des unités de production décentralisées, c'est-à-dire connectées sur le réseau de distribution, et un certain nombre d'unités de production plus massives centralisées au sens connectées sur les postes sources des réseaux, donc sur le réseau HTB. Et là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on ne peut pas demander aux installations décentralisées, et là je parle autant du stockage que des moyens de production, de fournir les mêmes services réseau que celles qui sont centralisées. Et donc ce que j'évoque là, ce que j'évoquais tout à l'heure, ne peut pas être, les services réseau que j'évoquais tout à l'heure ne peuvent pas être rendus par du stockage décentralisé. Ce qui fait qu'on se retrouve avec deux configurations, de typologies de systèmes qui vont jouer des rôles différents. D'un point de vue décentralisé, on va plutôt être sur des logiques de comment on fait pour ne pas avoir à retirer des lignes, parce qu'on va avoir des flux de puissance qui vont devenir de plus en plus importants entre l'injection de puissance des unités décentralisées et même potentiellement du soutirage avec l'arrivée du véhicule électrique. Il y a aussi des appels de puissance forte, où il y a un enjeu plus local, mais qui ne pourra pas réellement contribuer à la stabilité du système à l'échelle du réseau dans sa globalité, parce que ça soulève des problématiques de protection, notamment au niveau des postes, si vous voulez en tenir compte. Enfin, concrètement, en cas d'un incident, ces unités doivent se déconnecter. Et de l'autre côté, des unités qui, elles, sont connectées directement sur les postes sources, qui peuvent contribuer à la stabilité du système. Et l'arrivée du stockage et de la capacité de l'électronique de puissance à réagir très vite, change la donne par rapport à cette problématique de l'inertie. Mais à nouveau, ça soulève beaucoup de questions sur opérationnellement comment on le met en place. Ça fait peut-être avant, je voudrais rajouter quelque chose. C'est que ce dont on s'est rendu compte aussi, c'était que quand on parle d'inertie, il y a plusieurs petits types de réponses. Il y a la réponse instantanée, qui est celle dont on parle en réalité. Ouais. On s'est rendu compte dans nos analyses qu'on a fait des simulations dynamiques, et on s'est rendu compte que le facteur contraignant dans le cas du réseau continental européen, en cas de séparation, c'était pas tellement les excursions de fréquence si tout se passait bien en termes de délestage, réaction des différents consommateurs, c'était la rapidité du changement de fréquence. En anglais, c'est le rate of change of frequency, le ROCOF pour les intimes. Donc cette dérivée de la fréquence initiale qui est très très importante, et ça pourrait empêcher les systèmes de protection de fonctionner. Et donc c'est là en fait ce qui a comme conséquence pratique, c'est que si les solutions ne sont pas suffisamment rapides, on parle de quelques millisecondes, ça ne résout pas le problème fondamental. Donc ça, c'est une chose, parce qu'on parle de solutions, oui, mais on peut... L'électronique de puissance est capable de monter en puissance assez rapidement, mais si on n'adresse pas le problème, on ne traite pas le problème en quelques millisecondes, voilà, c'est là le nœud du problème, pour faire le pont avec les solutions. Et quand on commence à parler de solutions en termes batterie, un moyen qui semble adapté sur un réseau continental. La question se pose encore, sans rentrer dans le débat, c'est un vrai débat sur le stockage, quelle est la place du stockage. Selon l'IRF, c'est loin d'être aussi simple dans les affirmations qu'on entend, de savoir quelle est la vraie utilité, la vraie nécessité du stockage. On va distinguer le stockage de court terme, le stockage de long terme, bref, c'est un vrai débat, et avec pour l'instant, des affirmations qui sont loin d'être fondées, et une méthodologie qui est loin d'être acceptée. Donc, quand on parle de stockage sur les grands réseaux, il reste encore beaucoup de travail pour savoir de quoi on parle et quels sont les volumes en jeu. Mais oui, effectivement, s'il y a du stockage, et les Allemands se préparent à faire ça, à solliciter tous les capacités de stockage qui sont en train de se connecter pour faire de l'inertie. Et comme je dis, à l'inertie avec du grid forming, donc pour être suffisamment rapide. Ouais. Merci beaucoup. Les questions, peut-être qu'on les traite à la fin. Jérôme, j'aurais juste voulu rajouter quelque chose concernant justement aussi une petite différence quand on veut faire de l'inertie avec du stockage et électronique de puissance. C'est que l'électronique de puissance, c'est vrai que c'est très rapide en termes de réaction. Par contre, contrairement aux systèmes qui mettaient de l'inertie nativement, ce sont quand même des robinets, et qu'il faut se poser la question quelque part du dimensionnement et des profils de mission que ces systèmes vont devoir avoir, et notamment de l'impact du coût pour essayer de trouver quelque chose qui est économiquement le plus performant. Parce que souvent, les besoins qu'on a nécessitent des surdimensionnements des dispositifs pour assurer certains services système. Ça fait
très belle transition par rapport du coup, aux équipements. Et donc là, voilà, c'est cette question 2 maintenant dédiée plutôt à voilà, quelles solutions vous déployez respectivement pour pallier voilà, à ce problème de faible inertie, ou en tout cas de toutes ces problématiques qui sont autour du même problème. Sur voilà, donc quel type de matériel, quelle solution vous déployez par rapport à ça? Je peux commencer et je vais Ouais. apporter encore une fois une réponse qui est double en faisant la distinction système insulaire et plaque continentale. Sur les réseaux insulaires, en fait, il y a deux solutions. Soit on adopte une technologie à base d'électronique de puissance qui va être positionnée sur des actifs style stockage. Et après, on peut voir, en effet, le rôle du stockage est un peu complexe à définir, mais en effet, des solutions à base d'électronique de puissance sont à l'étude. Et la solution plus conventionnelle, traditionnelle, c'est l'investissement dans un moyen dédié à apporter de l'inertie à base de machines tournantes. Et donc, c'est ce qui a été retenu par EDF SEI pour la Guadeloupe en 2022-2023 avec un investissement dans un compensateur synchrone. Donc, techniquement, c'est un moteur qui n'entraîne rien, qui tourne à vide, qui est alimenté par le réseau, et le fait que ce moteur soit positionné sur le réseau, il apporte la masse de son rotor en rotation, et donc fournit cette inertie au réseau de manière totalement naturelle parce qu'il est lui-même couplé électromagnétiquement avec le réseau. Donc ça, c'est la solution qui a pu être utilisée par le passé pour d'autres aspects, notamment pour le réglage de tension. Donc on le voit vraiment comme une solution multiservice qui permet de répondre à la contrainte d'inertie sur ce territoire-là. Donc en apportant sa masse en rotation, mais aussi d'apporter d'autres moyens de stabilité et plus nommément de la régulation de tension. En effet, le compensateur synchrone peut injecter ou absorber de la puissance réactive. C'est un autre aspect que l'aspect de la fréquence, mais c'est aussi très important pour la stabilité du réseau. Et aussi, le compensateur synchrone apporte cette fameuse puissance de court-circuit, qui est un autre aspect qui est aussi très important. Donc on le voit vraiment comme un actif qui rend de multiples services et sur lequel, quand il est adapté, il faut se positionner, et pas le mettre de côté immédiatement. Sur la plaque européenne, on en est à un moment où on est en train d'estimer le besoin, si c'est un besoin global, est-ce qu'il y a un besoin pays par pays, et il faut avoir une quantification de ce besoin-là qui se base sur deux choses. Quelle qualité on souhaite de la fréquence européenne, quel est ce fameux ROCOF maximal qui est admissible. On a des ordres de grandeur autour de 1 Hz par seconde de ROCOF maximal pour la plaque européenne, et c'est sûrement un nombre qu'on va devoir garder en tête sur le long terme. Et quel est l'incident le plus grave auquel on souhaite être, contre lequel on souhaite être paré. Donc historiquement, en tout cas, c'était vraiment l'incident le plus grave, c'était la perte de 2 tranches nucléaires, donc environ 3 gigawatts, des plus grosses tranches nucléaires. On a évoqué avec Vincent les séparations de réseau qui sont des incidents plus graves en termes de déséquilibre, qui vont à la dizaine de gigawatts, voire plus si ça devait se reproduire actuellement. Et donc il y a vraiment un besoin de réflexion sur quel besoin on a sur la partie inertie et quel mécanisme on met en place pour assurer l'approvision locale ou globale. Et là, la question se pose parce que le fait qu'il y ait un aspect global n'intervient qu'en cas de séparation de réseaux, qui sont malgré tout de même très rares. Donc est-ce qu'il faut avoir un mécanisme avec un besoin global et des sous-besoins locaux? Est-ce qu'il faut avoir un mécanisme qui assure cette provision-là d'inertie de manière constante, de manière proportionnelle à la consommation, entre guillemets à la prod aussi?
Il y a un vrai besoin de R&D sur ces aspects-là pour définir. Et les GRT européens et l'ENSOE sont très actifs sur ces aspects-là. Je peux peut-être prendre la balle au bon parce que justement, on est je participe au groupe de travail qui réfléchit à ces choses-là et on a produit une méthodologie justement pour identifier les besoins par pays. Donc, je reviens juste parce que c'est clé dans les discussions qui vont venir. On s'est vraiment focalisé sur l'inertie instantanée et pas les réponses rapides en fréquence. Ce qui veut dire en pratique du contrôle-commande d'électronique de puissance en grid forming et pas grid following. Pour la plupart, voilà, quand on parle de ça, c'est du grid forming forcément. Ensuite, oui, donc on a défini une méthodologie qui répartit les besoins par pays. C'est pas encore public, mais voilà. Et cette méthodologie est là. Elle est partagée parmi les GRT. Et comme je dis, il y en a qui poussent, les Allemands poussent pour que tout le monde augmente le niveau de robustesse du réseau, et il y en a qui n'avaient pas forcément en tête de leur plan d'action, qui rechignent un peu. Et donc voilà, en Europe, c'est en train d'être déployé. Et chacun a des solutions. Donc ce qu'on dit ce qu'on propose au niveau de l'ENSOE, c'est on donne un niveau d'énergie cinétique équivalente pour chaque pays, et ensuite à chaque pays de trouver des solutions. Alors parmi les solutions, je vais juste les brosser très très rapidement, après d'autres spécialistes pourront plus de détails, mais il y a donc les compensateurs synchrones qui ont la faveur de certains pays. L'Italie, par exemple, on installe plein, mais pas que. Danemark pour d'autres régions. D'autres font des statcoms, donc grid forming, dédiés à l'inertie, c'est plutôt la solution allemande. Statcom grid forming avec un peu de stockage, soit du supercapa, soit des batteries. Voilà. Et ensuite, il y a toute la contribution des ENR et surtout des batteries, tout ce qui est connecté via électronique de puissance, effectivement, qui peut contribuer à certaines conditions. Donc voilà, là, tout est dans à certaines conditions. Une que j'ai donnée, c'est grid forming. Et ensuite, il y a voilà, d'autres choses à discuter sur comment on dimensionne la contribution à l'inertie de ces appareils, que ce soit des éoliennes, des panneaux solaires ou tout ce qui est de puissance. En théorie, dès qu'on lui met un petit buffer d'énergie, peut faire de l'inertie. Et donc, ce qu'on dit à l'INSAE, c'est que chaque pays est libre de dimensionner ses besoins, de faire des marchés si besoin. La seule chose qu'on dit, si vous faites un marché, attention à ce que le marché ne mette pas toute l'inertie au même endroit. Si vous faites s'ils mettent en Allemagne toute l'inertie au sud de l'Allemagne, ça ne va pas marcher. Peut-être si je peux reprendre la balle au bon, là. Si tu peux présenter les deux slides là, que j'ai, voilà, très bien. Juste un peu pour compléter un peu ce que tu as dit là sur les différents types de technologies possibles pour améliorer en fait le pouvoir, la puissance active ou réactive. Donc il y a plusieurs solutions, donc que ce soit en série, soit en shunt. Donc en série, on est plutôt sur des solutions fixed série compensateur, ou bien côté shunt. Donc les condensateurs synchrones, comme on a parlé, les SVC, donc les static var condensateurs, et puis les statcom qui soient en grid following ou grid forming, mais de plus en plus en grid forming. Je vais passer à la page suivante, s'il te plaît. Donc les différentes... Ce qui existe aujourd'hui le plus, et ce que nous avons vendu le plus sur les réseaux, c'est quand même les Fixed Series Compensation, les FSC. Les condensateurs synchrones, donc c'est un vrai intérêt, c'est que c'est assez simple à mettre en place et que ça donne... c'est assez classique parce que ça donne de la puissance mécanique. Les autres solutions, c'est les static var compensators. Et aujourd'hui, on se déplace de plus en plus vers les condensateurs synchrones statcom. Alors, l'intérêt des statcom, c'est que c'est beaucoup plus rapide que les compensateurs statiques. Et c'est plus rapide et ça permet d'avoir des puissances aussi qui sont beaucoup plus importantes. Donc, ça permet de les dimensionner de façon meilleure, et en plus, ça prend un peu moins de place en termes de footprint terrain.
Parce qu'il y a d'autres solutions dont on parle peu. Alors, j'ai vu dans les chats et on en parlait pas mal. C'était un petit peu tout ce qui est batterie. Donc, aussi, on peut faire des STATCOM avec des supercaps, ce qui permet d'injecter une certaine puissance sur des périodes très courtes. Donc, ça, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place et les Allemands commencent à partir sur ces solutions-là. Et puis, notre système, en fait, c'est tout ce qui est gestion des microgrids, gestion des zonal autonomous control. C'est comment on est capable de gérer un petit réseau par lui-même, de façon autonome, lorsqu'on est capable de délester. Donc ça, c'est plutôt des solutions qui sont de style protection et contrôle. Donc il ne faut pas que regarder des solutions qui sont physiques ou mécaniques, mais aussi des solutions qui sont plus software. Et je pense que c'est important aussi pour tout ce qu'on discutera dans la question 3. Eh ben, très bien, merci. Bah, justement, ça fait une belle transition aussi vers cette question-là où voilà, vous avez évoqué des solutions plutôt à base de machines, on va dire peut-être presque mécaniques, et en même temps des solutions plus basées sur de l'électrochimie et de l'électronique de puissance. Et donc, en fait, on voit assez bien des évolutions de compétences. Et donc là, cette dernière question sont voilà, sur quelles sont les évolutions, vos besoins de formation que vous avez dans vos entreprises et aussi les évolutions du coup des centres de formation, voilà, des écoles, que ce soit au niveau technicien que jusqu'au niveau doctorat. Je vous laisse prendre la parole. Je ne sais pas qui souhaite commencer. Juste pour commencer, parce que je voudrais parler d'un sujet dont on parle souvent, on parle souvent de besoins techniques, doctorat, etc. Mais je pense qu'il y a un point très important que nous, on ressent en tout cas, c'est qu'on a besoin de responsables projets. Parce qu'en fait, on fait des projets de plus en plus gros, de plus en plus complexes, que ce soit de l'HVDC, que ce soit aussi tous ces systèmes en fait, STATCOM. Et on a besoin d'avoir des gens qui sont capables de gérer ces grands types de projets. Ils ont besoin d'avoir les compétences techniques, mais aussi être capable de gérer des risques, de gérer de la finance. Donc, c'est des profils très complets dont on a besoin. Et c'est des profils qu'on a du mal à embaucher. C'est des profils qui sont aussi demandés côté industrie, mais aussi côté client. On a vraiment à réfléchir aussi entre nous comment on est capable de développer des personnes qui seront capables de gérer des projets très importants qu'on n'avait pas vraiment avant. Ok, merci. Côté R&D, si je peux prendre la parole, comme on se situe souvent sur des mix électriques prospectifs, et c'est le cas pour tout type de réseau, on est obligé, et c'est la réalité actuelle, de savoir faire et de simuler des événements, des mix électriques, où l'électronique de puissance et les machines synchrones cohabitent. Et donc, avant des formations qui étaient peut-être assez distinctes de personnes qui savent très bien comment fonctionne le contrôle d'un convertisseur électronique de puissance, comment fonctionne le contrôle d'une machine synchrone, doivent avoir les deux, parce que dans les simulations qu'on fait actuellement, dans les études qu'on fait actuellement, les deux cohabitent tout le temps. Et il est très important de savoir comment ces contrôles vont interagir, quelle stabilité il va y avoir sur le réseau quand les deux cohabitent à travers, on l'a évoqué, le stockage, la production ENR, la production centralisée à base de machines synchrones. Et donc là, il y a vraiment une fusion qui a besoin d'être faite de profils hybrides qui connaissent très bien comment fonctionne l'électronique et très bien comment fonctionnent les machines conventionnelles. Je peux compléter. Il y a besoin aussi de maîtriser l'aspect technico-économique et voire de compréhension des contraintes des uns et des autres. Parce que je dis une des choses dont j'ai parlé, le fait qu'il y ait beaucoup maintenant la majorité des productions va se retrouver en distribution. Il faut comprendre aussi, quand on a du réseau de transport, de comprendre les contraintes des réseaux de distribution et vice-versa. Et aussi les contraintes économiques des différents acteurs. Et là, je rebondis sur une des solutions. Enfin, j'ai deux points.
Dans la ligne, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans la normalisation, les codes de réseau. Et en ce moment, il y a un gros souci. Il y a un nouveau code réseau qui va être plus exigeant pour les producteurs et notamment les dispositifs électroniques de puissance, pour pouvoir notamment assurer ces fonctions d'inertie, mais pas que. Et ce code de réseau, il est décalé de plus en plus. Là, maintenant, on parle de une approbation en courant 2026. Et avec l'application notamment des règles pour le grid forming qui serait 3 ans encore après, ce qui veut dire qu'on n'aura pas les services, si on ne fait rien, on n'aura pas les services imposés avant les années 2030. Et vu la dynamique de la transition énergétique, on aura beaucoup de moyens qui seront installés sans aucun support pour le réseau. Ça nous... Voilà. Donc on est en train, les uns et les autres GRT, de négocier avec les uns et les autres voilà, comment on peut faire pour que le système qui est l'infrastructure commune tienne la route. Et dans un monde, cette fameuse transition, c'est pas que technique, c'est aussi, il y a des interlocuteurs qui sont différents et qui ont des poids qui bougent. C'est-à-dire qu'avant, les GRT avaient la responsabilité, mais aussi toute l'attitude pour fixer les règles. Maintenant, les règles se fixent au niveau européen avec toute la dynamique, plus les GRD. Donc, c'est capacité à parler avec beaucoup de gens et régler des problèmes qui vont se poser plutôt que les solutions juridiques ne vont apparaître. Donc, il y a un vrai enjeu comme ça. Il y a un autre aspect très, très technique qui est il y a 2 types de besoins d'inertie. Je fais un gros pas de côté technique, mais c'est important. Parce qu'il y a l'inertie positive et négative. C'est-à-dire que quand on est en baisse de fréquence, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de production, il faut rajouter de l'énergie. Ça a une conséquence technique. Donc, il faut de l'énergie, il faut qu'il soit rapide, mais il faut aussi avoir un petit peu d'énergie pour injecter au système. C'est ce qui va remplacer l'énergie qui était dans les rotors des machines tournantes, que ces rotors étaient transférés au système électrique. C'est ça que l'inertie faisait. On creusait avec les mains. Donc, il faut compenser par un buffer d'énergie. Ce buffer d'énergie, il coûte cher. Et c'est là où est l'aspect économique. C'est là. C'est pas tellement dans le grid forming qui est du contrôle-commande. Là, c'est des mégawatts sonnants et trébuchants qu'il faut dimensionner en termes de capa ou de batterie. Et c'est là où est le nerf de la guerre. C'est pour ça que ces solutions, quand on parle d'inertie, c'est ça dont on parle. Mais il y a une partie qui est beaucoup moins chère, qui est quand on a un surplus d'énergie. Et quand on a trop d'énergie, il faut la dissiper rapidement. Ce que faisaient les machines tournantes, c'est qu'elles l'absorbaient en accélérant, mais avec de l'électronique de puissance, il suffit de la dissiper dans une résistance. Et ça existe déjà. On appelle des choppers, c'est des hacheurs, bref, qui adossent à une résistance en continu. Et ça, on sait faire très rapidement. Et ça coûte beaucoup moins cher. Vous comprenez bien qu'avoir stocké de l'énergie par rapport à la dissiper dans une résistance, ça n'a rien à voir en termes de coût. Et les Allemands qui sont en avance sur nous et donc très très concernés par le sujet ont déjà fait la distinction. Et il va falloir distinguer les besoins en inertie avec de l'énergie, ce qui coûte, et de l'inertie simplement pour dissiper de l'énergie. Donc voilà. La compétence. Merci beaucoup. J'ai déjà dit. Ouais, David. Donc, pour rebondir un petit peu sur les aspects qu'on avait dit, évolution des métiers, ce qu'on se rend compte quand même, nous, du côté des centres de formation, c'est qu'on a besoin de formation avec des gens qui ont des spectres de plus en plus larges, que ce soit en termes de compétences techniques, mais aussi en termes de compétences managériales pour aller gérer des grands projets. Donc ça veut dire qu'il faut qu'au niveau ingénieur, doctorant, on ait déjà des évolutions à mettre en œuvre. Plutôt du coup pour le développement de nouveaux projets, voire pour la conception de systèmes, parce qu'on parle beaucoup de réindustrialiser le pays, donc il se pose aussi la question du développement de ces solutions technologiques que vous voulez mettre en œuvre. Il y a à mon avis aussi un autre point, parce que je suis enseignant à l'IUT, qui est aussi que ça va entraîner tout un tas de nouveaux métiers de mise en œuvre, et aussi au niveau des aspects maintenance, puisque les systèmes d'électronique de puissance, qui les caractérisent quand même par rapport au système électromécanique qu'on connaît, c'est qu'ils ont quand même des taux de défaillance qui aujourd'hui sont un petit peu plus élevés, des vieillissements qui sont un petit peu plus élevés, et que notamment quand on commence à adresser la moyenne ou la haute tension, ce sont souvent des centaines, des milliers d'éléments électroniques qui sont associés,
et que donc, même s'ils sont conçus pour aller passer outre des défaillances locales, ça veut dire qu'il y aura quand même je dirais une forte maintenance en tout cas une maintenance qui sera plus importante et qu'on aura besoin de personnel spécifiquement formé pour ça. Donc ça peut être au niveau, je dirais, des centres de formation, mais ça peut aussi être, ça c'est peut-être les industriels qui vont pouvoir répondre, au niveau de la formation continue de leur personnel existant. Parce que ceux qui sont déjà dans ces travaux de maintenance vont être confrontés, à mon avis, à de nouveaux systèmes, à la nécessité d'avoir de nouvelles compétences. Et ça, ce sont des choses qui sont très importantes et qu'il va falloir, nous, au niveau des centres de formation, pouvoir développer en partenariat avec les industriels pour pouvoir vraiment cibler quels vont être leurs besoins au niveau de ce qu'on a déjà. Et après, je voulais aussi parler d'un autre point qui est qu'aujourd'hui, nos formations souffrent énormément de l'attractivité. C'est-à-dire que les formations technologiques, et notamment quand on rentre dans l'électronique de puissance, ce sont des choses qui ont du mal à être vendues parce que c'est compliqué, parce que beaucoup de jeunes se posent la question, est-ce qu'il y aura vraiment un avenir ou quel va être le besoin? Et là, c'est aussi un peu un message que je souhaite passer en même temps que faire cette présentation, c'est de dire qu'on a besoin justement des acteurs pour vraiment mettre en avant au niveau des lycéens, au niveau des lycéennes, au niveau des étudiants, que ces métiers-là ont de l'avenir, que ces métiers-là sont intéressants pour pouvoir, nous, avoir des jeunes informés, pour pouvoir, après, pouvoir aller dans le monde de l'industrie. Voilà, c'est un peu le message que je voulais faire passer à ce niveau-là. Peut-être juste pour rebondir là-dessus aussi, moi je trouve qu'il y a un vrai changement en fait d'attractivité de nos industries. En tout cas pour nous, en tant que fabricants de matériel, c'était une industrie qui était vue comme un peu ringarde, entre guillemets, il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est une industrie qui attire les jeunes parce qu'on travaille pour la transition énergétique, on travaille sur un vrai changement de société, on a besoin de nouvelles technologies ou nouvelles compétences, que ce soit des compétences, alors en électronique de puissance qu'on n'apprend pas trop dans les écoles, je pense que c'est un problème. Et puis des nouvelles compétences, tout ce qui est software, cyber, des compétences dont on n'avait pas besoin, je dirais, il y a 10 ans et qui aujourd'hui sont indispensables dans nos métiers. Et tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, on redevient attractif. Alors, il faut continuer à pousser, il faut continuer à faire de la pub, entre guillemets, pour l'entreprise, parce que ce sont des métiers qui sont en plein développement, on a besoin de recruter aujourd'hui, donc il faut qu'on soit capable d'attirer des jeunes talents dans nos entreprises. Et aujourd'hui, on a de la visibilité, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans où c'était une industrie qui était un peu vieillissante et puis avec pas beaucoup d'embauches. Aujourd'hui, on a la visibilité, on a des plans à 10 ans, on a des plans à 20 ans pour la transformation du marché de l'électricité. Donc, il faut continuer à pousser ça. Il faut en faire de la pub, entre guillemets. Il faut vraiment qu'on aille dans les écoles pour expliquer tout ce qu'on fait et tout le bien de notre industrie, que ce soit côté fabricant ou côté utilisateur, au réseau de transport d'électricité ou voilà. C'est un vrai changement de paradigme qu'on a vu très court, sur un temps très court. Ouais, c'est clair. D'autant qu'il y a énormément d'évolutions aussi. Enfin, dans le domaine de l'électricité, il est très large. Il n'y a pas que l'aspect réseau électrique. Il y a les aspects véhicules électriques. Et donc, en fait, il y a les aspects automatisation aussi. Et donc, on a des appels d'air de jeunes qui fait que, comme on n'arrive pas à augmenter la quantité de jeunes en entrée et qu'en plus, ils ont tendance à avoir plein de possibilités, ça fait qu'en sortie, il y en a encore beaucoup moins qui vont aller vers ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de mettre, de notre point de vue, ce boost pour les orienter vers là. Et si je veux me permettre d'ajouter un élément, il me semble qu'il n'y a pas que le sujet, du point de vue des compétences et de la compréhension de ces problématiques. Aujourd'hui, le sujet de l'énergie est de plus en plus appréhendé à différentes échelles territoriales par une multiplicité d'acteurs très importante. Alors, je parle autant des acteurs du monde de l'énergie, ou est-ce que tous les producteurs d'énergie renouvelable ou non renouvelable, enfin je pense surtout renouvelable là, est-ce que tous les fournisseurs d'énergie, est-ce que tout le monde comprend vraiment
l'ensemble des enjeux qui gravitent à l'extérieur de son pur domaine de compétences, j'en suis pas du tout certain. Mais il n'y a pas que eux, il y a également les territoires eux-mêmes. Et là, je pense aux collectivités, je pense en fait aux acteurs qui font les territoires, pour qui ces sujets sont vus comme extrêmement complexes et pourtant qui prennent un certain nombre de décisions qui ont un impact direct sur la capacité à faire ou à ne pas faire derrière un certain nombre de choix. Donc il y a aussi un enjeu de montée en compétence de la part de ces acteurs. Je pense qu'il est crucial si on veut que le dialogue puisse se faire correctement et que les bonnes décisions soient prises pour tout le monde d'une certaine manière. Enfin, tout le monde au sens collectif du terme, je ne parle pas institutionnel, non institutionnel, mais juste pour que les choses s'emboîtent correctement. Et je pense que là, on a vraiment un gros travail à faire. Très bien, merci beaucoup pour tout ça. Je ne peux que acquiescer en tant qu'enseignant-chercheur de tout ça. En plus, que j'ai vu qu'il y avait une femme qui avait aussi confirmé dans le chat ces mêmes problématiques. Ça, c'est clair qu'on est au cœur de ça et qu'il faut aussi nous donner du coup les moyens d'y arriver, quoi, de toute cette formation. On arrive au terme du coup de cette table ronde et il nous reste une grosse dizaine de minutes pour du coup les questions du public. Alors dans le chat, j'ai vu pas mal de questions, mais aussi pas mal de réponses. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été non répondues dans le public. Peut-être que si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. Ouais, je sais pas. À un moment, j'avais vu des mains levées, mais j'avais pas voulu. Oui, Olivier Van der Merch, vous pouvez prendre la parole. Voilà, bonjour à tous. Merci pour cette présentation. Je suis Olivier, en fait, je suis un responsable marketing et marché d'une entreprise d'engineering en électronique de puissance en Belgique, près de Liège. Et donc, forcément, la stabilité du réseau électrique, c'est important parce qu'on déploie des cités d'engineering sur des grands parkings pour alimenter des bâtiments, des véhicules électriques et même des serveurs d'intelligence artificielle. On récupère même la chaleur pour optimiser les pompes à chaleur, la chaleur des panneaux solaires pour optimiser les pompes à chaleur de bâtiments adjacents. Et donc, en fait, la question, c'est, avec cette dispersion des différents acteurs de la transition énergétique en termes de production et de consommation, c'est un écosystème qu'on regarde beaucoup, mais est-ce que les rôles et les responsabilités entre les réseaux de transmission et de distribution ne devraient pas être revus, en fait, en vue de stabiliser le réseau, puisqu'il y a eu un changement de l'écosystème? Réponse courte et pragmatique, sans doute, mais est-ce que c'est dans l'ordre des possibles à court terme au vu des défis qui nous attendent? Ouais. Et ce que je préconise plus, c'est, comme je disais, une meilleure compréhension des contraintes mutuelles afin de faciliter le dialogue. Mais c'est loin, voilà, on essaie d'avancer dans cette discussion. Que je pense par exemple aux batteries. Donc voilà, est-ce que les batteries doivent constituer un service auxiliaire d'un TSO ou au contraire doivent être déployées dans le privé? Donc chez des industriels, par exemple, des PME qui sont consommateurs d'énergie et qui possèdent par exemple aussi des grosses installations photovoltaïques dont la production et la consommation ne coïncident pas. C'est quelque chose différent selon les pays. Je sais qu'en France, c'est compliqué d'avoir des batteries pour un GRT. En Allemagne, c'est plus facile. Ouais. Non, parce que par l'électronique de puissance que l'on peut développer, il y a un problème de cost-fi chez des gros producteurs industriels en photovoltaïque et ils remarquent une surconsommation malgré une production intense de l'énergie solaire. Et donc, le cost-fi est déstabilisé, ce qui fait que le réseau de transmission doit injecter en masse de l'énergie électrique en vue de restabiliser le réseau aussi. Donc, du coup, forcément, l'économie attendue de ces industriels ne correspond pas à des attentes, puisqu'il y a une injection massive, il y a un soutirage massif, pardon, qui se passe au niveau de l'industriel, et donc il n'y a pas les réductions attendues, tout simplement. Donc, l'équilibre en soi est perturbé par cette injection qui devrait être plutôt une autoconsommation, parce que simplement la production et la consommation ne coïncident pas. Donc, du coup, de là, qui va un peu aider finalement les industriels à réduire la consommation énergétique parce que voilà, sinon, ça représente un surcoût malgré une installation photovoltaïque importante sur certains sites.
C'est un gros problème, croyez-moi. En France et en Belgique, hein. Plusieurs fois discuté avec des industriels. Voilà. Ok, bah merci beaucoup. Ouais, je vous en prie. Merci aussi. Du coup, je peux laisser la parole à Hervé Bielman, il faut qu'il lève la main. Oui, bonjour, je vous remercie beaucoup. Je m'excuse, je viens de quitter mon téléphone parce que je pars en voiture, mais je vais le faire oralement. Donc, moi, Hervé Bielman, je travaille chez Arabelle Solutions. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Je travaille chez Arabelle Solutions, donc anciennement, maintenant, les fabricants de turbines nucléaires Arabelle. Et donc, je travaille un peu comme Vincent Sermenson. Je fais partie de ces groupes de travail européens avec ENSOE qui travaillent sur ces problématiques d'inertie. Et ce que je voulais juste partager rapidement en 2 minutes, c'est le fait que, il y a pour moi pas photo sur les bienfaits de l'électronique de puissance, que ce soit sur une batterie, une éolienne ou peu importe, des panneaux solaires, même à la maison. Mais par contre, dans ces discussions, je pense qu'il faut être honnête et factuel, on va dire. Et donc, j'ai partagé dans le chat là, des papiers qu'on a écrits pour le SIGRE avec des collègues de GE et puis d'EDF R&D et maintenant Arabelle Solutions, où on a essayé de montrer très honnêtement, pour les services réseau qu'on veut fournir avec toutes ces installations, que ce soit de l'électronique de puissance ou du statique, les coûts de revient de ces solutions en fait aujourd'hui. Donc là, j'ai partagé pour ceux que ça intéresse ce papier du SIGRE qu'on a écrit en 2020 avec des collègues d'Étienne Monod, où on compare une batterie de 20 MW ABB installée en Australie avec un compensateur de 250 MVA du type de ce que Terna installe en Italie, quoi. Et donc, vous pouvez voir dans ce papier, pour 20 millions, en gros, d'euros, le prix de l'inertie. Et en fait, pour ce point de l'inertie particulièrement, il n'y a pas photo aujourd'hui, à mon sens, sur le fait qu'une masse tournante reste moins chère que de l'électronique de puissance. Alors, je le dis avec d'autant plus de tranquillité que, étant donné que par mon parcours professionnel, j'ai été amené à travailler et à développer des solutions de batterie et ensuite des solutions de compensateurs synchrones. Donc, j'ai pu être des deux côtés du trait, en fait. Et ce que je voulais dire également, c'est la présentation qui a été faite est super intéressante. Mais à chaque fois, j'avais envie de réagir en disant, par exemple, quand on voit une slide qui nous montre un déclenchement de tranche nucléaire avec un coup de Rocoff, il n'y a pas plus tard que 2 jours, on était en réunion avec ENSOE qui nous présentait des problèmes de Rocoff quand ils ont une ligne HVDC qui tripe, donc de l'électronique de puissance. Donc en fait, tout ça pour dire qu'il y a, il n'y a pas photo, on va tous travailler pour intégrer plus de renouvelables sur le réseau, mais il faut le faire intelligemment tous ensemble et pas se retrouver comme on se retrouve dans ces discussions avec ENSOE, avec des lobbies de l'éolien qui voudraient pousser les services réseau chez les fabricants de tranches nucléaires ou gaz. Et avoir un message, je dirais, honnête et constructif, tous dans la même direction, quoi. Et parce que en même temps, dans cette présentation lundi là, sur ce trip de liaison HVDC nordique que Vincent doit connaître bien mieux que moi, cet expert du TSO expliquait que oui, au bout d'un moment, alors il n'y a pas photo, quand on part de 100% de thermique comme France, on va pouvoir aller loin, hein, peut-être à 50%, à 50% de renouvelables, 60, 70, mais il y a un moment où on va rencontrer des problèmes, quoi. Et toute la bonne question, c'est quelle est la balance là-dedans et quelles sont les solutions les plus réalistes qui, au bout du bout, servent le consommateur tout en ayant un réseau qui est fiable, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu pour partager mon expérience, de même que,
De même que, bon, expliquer qu'une tranche, quand le réseau baisse en fréquence, tourne à 49 Hz, heureusement qu'on a, heureusement qu'on a des tranches nucléaires qui marchent bien mieux que ça et qui savent répondre. Il y a des exemples dans le dernier papier que j'ai partagé, qu'on a présenté cette année avec des collègues d'EDF, qui montrent que pendant le Covid, nos tranches ont été les plus flexibles et encaissent des pertes de charge de 20 MW. Donc, voilà, c'est pour dire, il n'y a pas débat sur le bienfait de l'électronique, mais par contre, il faut réussir à être honnête dans cette discussion. Et il y a, à mon sens, on arrivera à mettre et du renouvelable et peut-être du nucléaire ou autre chose, peut-être sur des îles que du renouvelable. Je donne un autre exemple. Là, quelqu'un mentionnait, il y a 75% de renouvelables à un moment sur le réseau australien. C'est vrai. Mais cette personne-là n'a pas mentionné qu'il y a 7-8 ans, ils ont fait un blackout dans les mêmes conditions et ils ont mis 15 jours à redémarrer leur industrie, quoi. Et il y a encore des infos, je regardais tout de suite sur le web, là, qui disent qu'ils craignent un gros blackout. Donc, peut-être une réponse. C'est pour partager un peu. Ouais, j'ai deux réponses rapides, peut-être. On discute de ça au niveau NSOE toujours. Il y a un peu un dogme dans les travaux sur l'inertie. On s'interdit a priori de modifier le mix énergétique, ce qui veut dire qu'on ne va pas démarrer de centrales thermiques pour l'inertie en Europe continentale. C'est un prérequis des discussions. Ce qui fait que les centrales thermiques qui sont... En fait, c'est pas les besoins techniques d'inertie qui vont décider si on démarre un centrale nucléaire ou pas, ça va être le marché. Et malheureusement, voilà, c'est hors scope de ce qu'on discute. Et deuxième chose, il y a une vraie discussion actuellement sur quels, notamment, dérivés de fréquences sont capables de tenir les groupes nucléaires. Et il y a une vraie discussion en ce moment, et il faut aussi que les tranches thermiques, notamment nucléaires, soient capables de tenir des fortes rampes de fréquences, ce qu'elles disent parfois ne pas pouvoir faire. Alors, on a écrit, je partagerai après la réunion, on a écrit avec EU Turbines, qui est l'association des fabricants de turbines européens, donc nucléaire et gaz. On a écrit en réponse à NTSO qui proposait des requis de Rohkopf à 2 Hz par seconde, que nous, on n'a pas de souci avec ces 2 Hz par seconde tant qu'il y a du PCC sur le réseau. Et donc, je partagerai, si vous le souhaitez, ce papier qui est public et qui explique comment on a fait nos simulations, quelles sont les limites sur ces tranches nucléaires. Donc, c'est un papier qu'on a écrit, bien évidemment, avec les collègues d'EDF. Étienne Monod est dans la discussion aujourd'hui, donc il connaît très, très bien ce sujet. Et donc pour répondre à cette question, on a déjà la réponse. Il suffit de consulter ce papier. À 1 Hz par seconde, il n'y a aucun souci. On passe avec à peu près tous les PCC, même dégradés. Et à 2 Hz par seconde, il n'y a aucun souci, même avec un super PCC, ou alors il faut prendre les meilleures hypothèses du monde, le PCC max, ça passe pas. Voilà. Alors, bon, c'est une discussion en soi, mais c'est une clé aussi. Il faut que les groupes tiennent. Ouais, bah justement, et en plus, ça me fait penser aussi vraiment à l'aspect recherche dans ces choses-là, justement par rapport à ce que tu disais là, c'est que là aujourd'hui, l'électronique de puissance, oui, coûte plus cher que les machines, en tout cas, vous l'avez montré dans votre papier, mais le coût de l'électronique de puissance est en constante baisse, et la question c'est jusqu'où on ira. Et ça, c'est complètement du coup le travail des chercheurs, entre autres David Frey qui travaille sur ces questions-là, mais pas que. Mais voilà. Ouais, David, tu voulais peut-être répondre? Oui, souvent, j'entends beaucoup parler de l'électronique de puissance, et c'est vrai que ça donne une contrôlabilité. C'est des outils qui, sur le papier, sont extrêmement performants. Je vais quand même jouer un bémol, pourtant c'est ma discipline, mais j'entends parler de PCC, j'entends parler il y a beaucoup de contraintes au niveau du fonctionnement des réseaux, et il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on comprenne avec l'électronique de puissance, c'est que nativement, ça n'a pas les mêmes propriétés physiques que les systèmes électromécaniques que vous connaissez. Et donc notamment, pour passer une PCC, ça nécessite un surdimensionnement ou un ajout de systèmes supplémentaires qui fait que le coût des dispositifs peut devenir très cher, même si par ailleurs on est capable de baisser le coût pour le système, pour le système de base. Mais on peut avoir un grand renchérissement
pour, je dirais, toutes ces contraintes supplémentaires afin de permettre au réseau de continuer d'être exploité tel qu'il est. Voilà, et pour passer ces aspects-là. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte à un moment donné, de dire on a des systèmes qui ont leurs propres caractéristiques et quand on va aller sur des très grosses insertions de systèmes électroniques de puissance, est-ce qu'on peut continuer à rester comme on est ou est-ce qu'il ne faudra pas mener une réflexion sur une évolution plus tard? Ouais, merci beaucoup. Justement, ça c'est exactement en fait mon travail de recherche, c'est faire cohabiter l'électronique de puissance avec les machines. Voilà, c'est deux physiques. On arrive au niveau du temps à la fin de ce webinaire. Je vous remercie du coup à tout le monde d'être présent, aux invités d'avoir répondu à l'ensemble de ces questions, à l'organisation et à CX Smart Grid. Et puis, on vous tient au courant pour les prochains webinaires. Celui-ci sera aussi disponible du coup sur YouTube dans quelques semaines. Et voilà. Je ne sais pas si Basile, tu veux mettre un petit mot à la fin? C'est très clair. Merci beaucoup pour votre temps. Et en effet, on vous enverra par mail le lien YouTube vers notre chaîne avec le replay. Merci beaucoup et bonne journée à vous.